Monsieur, votre fille est vivante. Donnez-moi un de vos vêtements pour que mon chien puisse la pister. Antoine Laurent Dumas appuyait son front contre la pierre tombale glacée, tandis que ses larmes coulaient sur le marbre gris. 2 ans s'étaient écoulés depuis que sa vie avait basculé, mais la douleur demeurait aussi intense que le premier jour. C'est alors qu'il sentit un léger contact sur son épaule. En se retournant, il vit un garçon d'environ 12 ans, portant une casquette usée et des vêtements simples. À ses côtés, une chienne blanche de taille moyenne remuait la queue et l'observait avec des yeux intelligents. « Vous êtes le papa de Juliette, n'est-ce pas ?» demanda le garçon d'une voix ferme. Antoine fut surpris. Comment ce garçon connaissait-il le nom de sa fille? « Monsieur, votre fille est vivante. Donnez-moi un de vos vêtements pour que mon chien puisse la pister, » dit le garçon sans détour, en désignant la chienne. « Es-tu fou, gamin ?» Antoine se leva brusquement, ressentant un mélange de rage et de désespoir. « Ma fille est ici, enterrée il y a 2 ans. Comment oses-tu venir ici? Et elle aimait dessiner des papillons, n'est-ce pas ?» interrompit le garçon. « Et elle avait une poupée appelée Sucette qu'elle emmenait partout. » Antoine resta glacé. Ces détails ne figuraient nulle part, ni dans les journaux qui avaient couvert l'affaire, ni dans les documents officiels. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Je m'appelle Enzo, et voici Stella, » dit-il en caressant la chienne. « Nous cherchons des personnes. »« Des personnes ?» répéta Antoine, encore confus. « Des personnes disparues. Stella a un très bon flair. Elle a été entraînée par un monsieur qui travaillait auparavant dans la police, monsieur Gérard. Il habite là-bas, dans le quartier où je vis. » Antoine regarda le garçon avec un mélange d'incrédulité et d'un sentiment qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, l'espoir. Mais il écarta rapidement ce sentiment. Il ne pouvait se permettre de croire à nouveau. « Ma fille n'a pas disparu. Elle est décédée dans un accident. J'ai vu de mes propres yeux quand ils ont ramené le corps de l'hôpital. »« En êtes-vous sûr ?» Enzo croisa les bras. « Vous avez vu son visage ?»« Antoine hésita. La vérité était qu'il n'avait pas pu regarder. Le cercueil était fermé. Ils avaient dit que c'était mieux ainsi, que cela préserverait ses derniers bons souvenirs de la fillette. Écoutez, je sais que cela doit être difficile à croire, mais Stella a reniflé par ici hier et elle est devenue très agitée près de cette tombe. Elle ne se met dans cet état que lorsqu'elle sent quelqu'un qui respire encore. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Suite. Antoine sentit ses jambes trembler. Ce ne pouvait pas être vrai. 2 ans de deuil, de culpabilité, d'une vie qui n'était devenue qu'une succession de jours vides. « Comment sais-tu toutes ces choses sur Juliette ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix ferme. « Parce que je l'ai vue, monsieur. Enfin, je crois que je l'ai vue. Il y a environ 3 mois, j'étais avec Stella, cherchant le chat de Madame Martine qui s'était échappé quand nous sommes passés devant une maison là basse, dans le quartier du Clos des Roses. Stella s'est arrêtée devant le portail et a commencé à gémir. J'ai regardé et j'ai vu une petite fille blonde jouer dans la cour. Une petite fille blonde. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Elle était seule, dessinant par terre avec un bâton. Quand elle m'a vu, elle m'a salué de la main. Je lui ai rendu son salut, mais alors une femme est sortie de la maison et l'a rentrée très vite. La femme m'a regardé avec un air effrayé. « Es-tu sûr que c'était elle ? C'est pourquoi j'ai besoin d'un de ses vêtements, monsieur. » Stella peut distinguer l'odeur de chaque personne, même si beaucoup de temps s'est écoulé. Si c'est vraiment elle, Stella le saura. Antoine passa ses mains dans ses cheveux grisonnants. À 42 ans, il semblait avoir vieilli d'une décennie depuis qu'il avait perdu Juliette, ou depuis qu'il pensait l'avoir perdue. Même si c'était vrai, que veux-tu en échange? Rien, monsieur, Enzo baissa les yeux. J'ai aussi perdu quelqu'un, ma grande sœur Manon. Elle a disparu il y a 4 ans quand elle avait 15 ans. On ne l'a jamais retrouvée. J'ai promis que j'aiderais d'autres familles à retrouver ceux qu'elles ont perdus. La sincérité dans la voix du garçon toucha quelque chose de profond dans la poitrine d'Antoine. Il regarda de nouveau la pierre tombale, vers la photo de Juliette, souriante à seulement 6 ans. « Comment avez-vous su que je venais ici? Je travaille parfois au cimetière, aidant monsieur Marcel à l'entretien. Vous venez ici tous les dimanches depuis que j'ai commencé à travailler ici. J'ai mis du temps à trouver le courage de vous parler. » Antoine observa le garçon avec plus d'attention. Il était mince, avec des traits qui trahissaient une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une détermination qu'Antoine reconnut. C'était la même détermination qu'il avait lui-même quand il était jeune et construisait son entreprise à partir de rien. « Si je donne un de ces vêtements à votre chienne, que se passe-t-il ensuite? Si Stella confirme que c'est l'odeur de votre fille, nous suivrons la trace là où elle nous mènera.
Stella peut pister les vieilles odeurs. Mais plus c'est frais, mieux c'est. Et si ce n'est pas elle, alors je vous présente mes excuses pour vous avoir donné de faux espoirs. Et je m'en irai. Antoine ferma les yeux et respira profondément. 2 ans passés dans l'obscurité, acceptant une version des faits qui ne l'avait jamais entièrement convaincu. Peut-être était-il temps de chercher la vérité, même si cela faisait encore plus mal. Où habites-tu? Dans le quartier de la colline du Clocher, monsieur. Je vis avec ma grand-mère, Madame Geneviève. Et c'est son ami policier. Monsieur Gérard habite dans la rue en dessous. C'est lui qui a appris à Stella à pister. Il a dit qu'elle avait un talent naturel. Antoine prit une décision qui allait tout changer. D'accord, je vais chercher un de ses vêtements, mais si c'est une sorte de supercherie. Ce n'est pas une supercherie, monsieur. Je veux juste aider. 40 minutes plus tard, Antoine garait sa Peugeot 508 noire devant la maison, où il vivait seul depuis la séparation, la maison qui était devenue un mausolée pour les souvenirs de Juliette. La chambre de la fillette était restée exactement comme il l'avait laissée le matin de ce dimanche fatidique. Les jouets éparpillés, les dessins collés au mur, le lit encore défait comme si elle allait revenir à tout moment pour dormir. Antoine ouvrit l'armoire et prit la petite robe bleue aux fleurs jaunes qui était la préférée de Juliette. Elle insistait pour la porter au moins une fois par semaine. Elle gardait encore un léger parfum du savon pour enfants qu'elle utilisait. Quand il retourna au cimetière, Enzo et Stella l'attendaient patiemment sous un arbre. Le garçon se leva dès qu'il le vit s'approcher. « Je l'ai apporté », dit Antoine en tendant la robe. Enzo prit le vêtement avec soin et le tendit à Stella pour qu'elle le sente. La chienne renifla intensément, puis leva la tête et commença à remuer la queue avec excitation. « Elle l'a reconnu », sourit Enzo. Stella ne fait ça que lorsqu'elle trouve l'odeur qu'elle cherche. « Et maintenant ?»« Maintenant nous allons au Clos des Roses. »« Stella, cherche !» La chienne baissa immédiatement son museau et commença à renifler le sol autour de la sépulture. Après quelques minutes, elle aboya une fois et commença à marcher vers la sortie du cimetière. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Était-il possible que sa fille soit vivante après 2 ans à croire qu'elle était partie pour toujours? Ils suivirent Stella dans les rues de la ville. La chienne semblait déterminée, s'arrêtant occasionnellement pour renifler des poteaux et des coins, mais reprenant toujours une direction spécifique. « Comment avez-vous appris à pister des personnes ?» demanda Antoine en marchant. « Quand ma sœur a disparu, je suis devenu fou à la chercher. Monsieur Gérard m'a vu pleurer un jour et m'a dit qu'il pouvait m'apprendre des choses. Il avait une chienne avant Stella, une chienne nommée Étoile, qui était une spécialiste dans ce domaine. Que lui est-il arrivé? Elle est devenue vieille et est partie. Alors il a entraîné Stella. Il a dit qu'elle avait encore plus de talent qu'Étoile. Ils marchèrent pendant près d'1 heure jusqu'à atteindre le quartier du Clos des Roses, un quartier de classe moyenne inférieure avec des maisons simples et des rues étroites. Stella les guida sur plusieurs pâtés de maisons jusqu'à s'arrêter devant une maison jaune avec des grilles blanches. « C'est ici, » dit Enzo. « C'est dans cette maison que j'ai vu la petite fille. » Antoine regarda la construction. C'était une maison ordinaire, avec un petit jardin à l'avant et du linge étendu dans la cour. Stella était visiblement agitée, reniflant intensément le portail et aboyant doucement. « Es-tu sûr? Stella ne se trompe pas. Si elle est comme ça, c'est que l'odeur de votre fille est forte ici. » Antoine s'approcha du portail et regarda à travers les grilles. La cour était vide, mais il pouvait voir des jouets éparpillés. Une poupée, des crayons de couleur, un carnet de dessin. Son cœur s'arrêta presque quand il vit un dessin collé sur le réfrigérateur, visible à travers la porte arrière. C'était un dessin de papillon, exactement comme ceux que Juliette faisait. « J'ai besoin d'entrer là-dedans, » dit-il d'une voix tremblante. « Calmez-vous, monsieur. Vous ne pouvez pas simplement entrer par effraction. Nous allons frapper à la porte et parler à ceux qui vivent ici. » Antoine respira profondément, essayant de contrôler son anxiété. Enzo avait raison. Il devait garder son calme. Ils frappèrent à la porte principale. Après quelques minutes, une femme d'environ 50 ans apparut. Elle avait les cheveux grisonnants attachés en chignon et portait un tablier fleuri. « Bonsoir, » dit la femme, en regardant les 2 hommes avec méfiance. « Bonsoir, madame. Mon nom est Antoine. Voici Enzo. Nous cherchons ma fille qui a disparu il y a 2 ans. » La femme pâlit visiblement. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Ici, nous vivons seulement mon mari et moi. Cela ne vous dérangerait pas si notre chienne reniflait un peu par ici ?» Enzo montra Stella, qui était toujours agitée. « Elle est entraînée à trouver des personnes. »« Non, non, vous ne pouvez pas. Vous devez partir. » La femme tenta de fermer la porte, mais Antoine la retint. « S'il vous plaît, juste 1 minute.
S'il n'y a rien ici, nous partirons et ne vous dérangerons plus. J'ai déjà dit non. Vous n'avez pas le droit d'être ici. » À ce moment, une voix enfantine cria de l'intérieur de la maison. « Tante, Sylvie, je peux jouer dans la cour. » Antoine sentit toutes ses forces l'abandonner. C'était la voix de Juliette. Il aurait reconnu cette voix n'importe où dans le monde. « Juliette !» cria-t-il. « Juliette, c'est ton papa. » La femme tenta de refermer la porte avec force, mais Antoine la poussa et entra dans la maison. « Juliette, Juliette, où es-tu » Il courut à travers le salon, regardant toutes les pièces. Enzo le suivit avec Stella qui aboyait de plus en plus fort. « Sortez de ma maison, je vais appeler la police » criait la femme. Antoine ouvrit la porte d'une des chambres et sa vie changea pour toujours. Là, elle était, Juliette, sa petite fille, vivante. Elle était assise sur le lit, jouant avec une poupée qu'il ne reconnaissait pas. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Papa !» dit-elle comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Ma fille !» Antoine tomba à genoux et la serra fort dans ses bras, pleurant comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. « Ma fille, tu es vivante! Tu es vivante !» Juliette le serra en retour, mais Antoine remarqua qu'elle semblait confuse, effrayée. « Papa, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher avant? Tante Sylvie a dit que tu ne m'aimais plus. » Antoine sentit une fureur homicide monter en lui, mais il se força à rester calme pour Juliette. « Ce n'est pas vrai, mon amour. Papa t'a cherché tous les jours. Tous les jours. Mais maman a dit... » « Qu'est-ce que maman a dit? Elle a dit que tu étais occupé et que je devais rester ici avec tante Sylvie un certain temps. » Antoine regarda Enzo qui observait tout, les yeux humides. Puis il regarda la femme qui était appuyée contre le mur, visiblement terrifiée. « Où est mon ex-femme? Je ne sais pas. Elle a amené la petite ici et a dit que c'était temporaire. C'était il y a presque 2 ans. » « Temporaire ?» Antoine se leva, portant toujours Juliette dans ses bras. « Et vous avez trouvé normal qu'une mère laisse sa fille avec une inconnue pendant 2 ans? Elle payait bien et a dit qu'elle avait des problèmes avec vous, que vous étiez violent. »« Violent ?» Antoine cria presque. « Je n'ai jamais levé la main sur ma fille ni sur mon ex-femme. » Juliette commença à pleurer, effrayée par les voix fortes. « Tout va bien, mon amour. » Antoine la consola. « Papa n'est pas en colère contre toi. Papa est très heureux de t'avoir trouvé. »« Monsieur, » s'approcha Enzo, « je crois qu'il est préférable que nous sortions d'ici et que nous ramenions Juliette à la maison. Ensuite, nous résoudrons le reste. » Antoine acquiesça. La priorité était de sortir sa fille de là et de la mettre en sécurité. « Juliette, veux-tu rentrer à la maison avec papa? Je peux emmener Sucette ?» demanda-t-elle, montrant une poupée différente de celle dont il se souvenait. « Bien sûr, mon amour. Tu peux emmener tout ce que tu veux. » Pendant que Juliette rassemblait ses affaires, Antoine se tourna vers la femme. « Comment vous appelez-vous ?»« Sylvie. Sylvie Martin. »« Sylvie. Je vais découvrir toute la vérité sur cette affaire. Vous allez me raconter tout ce que vous savez, mais pour l'instant, je veux juste ramener ma fille à la maison. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Je ne faisais qu'aider. Votre ex-femme a dit que ce n'était que pour un temps. Où puis-je la trouver? Je ne sais pas. Elle a changé de numéro de téléphone il y a des mois. Elle ne venait ici que de temps en temps pour voir la petite. » Antoine prit Juliette dans ses bras de nouveau et se dirigea vers la porte. Enzo l'accompagna avec Stella. « Merci, » dit Antoine à Enzo quand ils sortirent de la maison. « Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais retrouvé ma fille. Je vous ai dit que j'allais vous aider, monsieur. Comment puis-je vous récompenser pour cela? Vous n'avez pas besoin de me récompenser. Prenez juste bien soin d'elle. » Antoine regarda le garçon de 12 ans qui avait changé sa vie pour toujours. Un enfant qui, malgré son jeune âge et les difficultés, consacrait son temps à aider les autres. « Enzo, as-tu un endroit où dormir? »« Oui, monsieur. Je vis avec ma grand-mère et elle est en bonne santé, plus ou moins, mais elle ne peut pas beaucoup travailler. » Antoine eut une idée. « Que diriez-vous si vous et votre grand-mère veniez vivre avec moi et Juliette? Ma maison est grande, elle a suffisamment d'espace et Juliette aura besoin d'amis après tout ce qui s'est passé. » Enzo esquissa un immense sourire. « Sérieusement, monsieur? »« Très sérieusement. Vous êtes ma famille maintenant. » Sur le chemin du retour, Juliette s'endormit sur la banquette arrière de la voiture. Antoine conduisait en silence, traitant encore tout ce qui s'était passé. Sa fille était vivante. Après 2 ans de deuil, elle était vivante et en sécurité. Mais maintenant, il devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi Sophie, son ex-femme, avait-elle fait cela? Pourquoi avait-il fait croire que Juliette était décédée? Et plus important encore, qui d'autre était impliqué dans cette mascarade? Quand ils arrivèrent à la maison, Antoine coucha Juliette dans sa propre chambre. Elle était épuisée et confuse. Elle avait besoin de temps pour tout assimiler. « Enzo,
Tu veux appeler ta grand-mère pour lui parler du déménagement? Je peux utiliser ton téléphone? Antoine tendit l'appareil au garçon et alla à la cuisine préparer quelque chose à manger. Sa tête tournait à 1000 à l'heure. Il devait prendre des décisions importantes. Premièrement, il allait chercher un avocat. Deuxièmement, il allait engager un détective privé pour découvrir toute la vérité. Troisièmement, il allait chercher son ex-femme et exiger des explications. Mais avant tout, il devait prendre soin de Juliette. Elle aurait probablement besoin d'un accompagnement psychologique après tout ce qu'elle avait vécu. Monsieur Antoine, Enzo entra dans la cuisine. Ma grand-mère veut vous parler. Antoine prit le téléphone. Bonjour, bonsoir. Je suis Geneviève, la grand-mère d'Enzo. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Êtes-vous sûr de votre proposition, monsieur? Absolument, madame Geneviève. Enzo m'a sauvé la vie aujourd'hui. C'est le moins que je puisse faire. Mais nous sommes des gens simples, monsieur. Nous ne voulons pas déranger. Vous ne dérangerez absolument pas. En fait, vous allez beaucoup m'aider. Ma fille aura besoin d'affection et d'attention. Et j'ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Dans ce cas, j'accepte. Quand pouvons-nous emménager? Quand vous voulez. Dès demain, si possible. Après avoir raccroché, Antoine regarda Enzo. Ta grand-mère a accepté. Merci, monsieur Antoine. Vous changez nos vies. C'est vous qui avez changé la mienne. Cette nuit-là, Antoine ne put pas dormir. Il resta assis sur le fauteuil à côté du lit, observant Juliette respirer. Il semblait encore irréel qu'elle soit là, vivante et en sécurité. Le matin, elle se réveilla effrayée comme si tout n'avait été qu'un rêve. « Papa, je suis là, mon amour. Je peux rester avec toi maintenant? Pour toujours, ma fille. Nous ne nous séparerons plus jamais. Et maman? » Antoine hésita. Comment expliquer à une fille de 8 ans que sa propre mère l'avait abandonnée? Maman. Elle a fait de mauvaises choses, mais l'important est que tu sois avec moi maintenant. Elle ne m'aime plus? Je ne sais pas, mon amour, mais... Moi, je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Juliette acquiesça et se blottit dans les bras de son père. Antoine sentit qu'il avait beaucoup de travail devant lui pour reconstruire la confiance et la sécurité de sa fille. Plus tard ce matin-là, Enzo arriva avec sa grand-mère, Madame Geneviève, une dame de 70 ans, petite et souriante. « Enchanté, monsieur Antoine. Merci d'ouvrir votre maison à nous. Le plaisir est pour moi, Madame Geneviève. La maison est devenue très vide après que j'ai cru avoir perdu ma fille. » Juliette se cacha derrière son père en voyant les visiteurs. « Juliette, ce sont nos nouveaux amis. C'est Enzo qui m'a aidé à te retrouver, et c'est mamie Geneviève. » Enzo s'accroupit à la hauteur de la petite fille. « Bonjour, Juliette. Tu te souviens de moi ?» Elle secoua la tête négativement. « Stella et moi t'avons cherché longtemps. Ton papa pleurait beaucoup parce que tu lui manquais. C'est vrai ?» Elle regarda Antoine. « C'est vrai, mon amour. Papa pleurait tous les jours. Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas que tu sois triste. » Antoine sentit ses yeux s'humidifier de nouveau. « Tu n'as aucune faute, Juliette. Rien de tout cela n'était de ta faute. » Madame Geneviève s'approcha lentement. « Quelle jolie petite fille. Enzo m'a dit que tu aimais dessiner des papillons. » Juliette acquiesça timidement. « Tu veux dessiner avec moi? Moi aussi je sais faire des papillons. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée, Antoine vit Juliette sourire. Les jours suivants furent ceux de l'adaptation. Juliette était clairement traumatisée, mais peu à peu, elle commença à s'ouvrir à sa nouvelle famille. Enzo fut essentiel dans ce processus, car il était proche de son âge et réussissait à communiquer d'une manière que les adultes ne pouvaient pas. Antoine prit rendez-vous avec une psychologue pour enfants et commença l'enquête sur ce qui s'était réellement passé 2 ans auparavant. Il engagea Marc Dubois, un détective privé recommandé par son avocat. « Monsieur Antoine, j'aurais besoin de tous les détails sur le jour où votre fille est censée être décédée. » Antoine raconta tout ce dont il se souvenait. Sophie avait appelé, hystérique, disant que Juliette avait eu un accident et qu'elle avait été emmenée à l'hôpital. Quand il arriva là-bas, elle était en USI. Quelques heures plus tard, les médecins sortirent et dirent qu'elle n'avait pas résisté. « Vous avez vu le corps ?» Sophie a dit qu'il valait mieux que je garde les derniers bons souvenirs de Juliette. Et les funérailles, le cercueil était fermé. Sophie a tout organisé. J'étais sous le choc. Je l'ai laissé s'occuper de tous les détails. « Êtes-vous sûr qu'il y avait un corps dans le cercueil ?» Antoine eut un frisson. « Non, je n'y ai jamais pensé. Comment a-t-elle réussi à falsifier la situation à l'hôpital? Nous allons le découvrir. J'ai besoin des noms de tous les médecins et infirmières impliqués. » Antoine passa toutes les informations qu'il avait. Marc promit de commencer l'enquête immédiatement. 2 jours plus tard, Marc appela avec les premières découvertes. « Monsieur Antoine, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le médecin qui a signé le certificat, le docteur Pierre Dubois, a été licencié de l'hôpital du Sacré-Cœur 3 mois après l'affaire de votre fille.
Pourquoi? Irrégularité dans la documentation. Suspicion de falsification de rapport. Avez-vous réussi à lui parler? Pas encore, mais j'ai déjà localisé où il travaille maintenant. C'est dans une clinique privée, dans le sud de la ville. Et les infirmières? L'une d'elles, Nathalie Leroux, a démissionné à la même époque. J'ai son adresse. Antoine sentit qu'ils étaient sur la bonne voie. Quand pouvons-nous leur parler? Dès demain, si vous voulez. Chers auditeurs, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Suite. Le lendemain matin, Antoine et Marc se dirigèrent vers la maison de Nathalie Leroux. C'était une résidence simple, dans un quartier périphérique. Nathalie, une femme d'environ 40 ans, ouvrit la porte avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. « Nathalie Leroux » demanda Marc. « Oui, que voulez-vous? Nous sommes des enquêteurs. Nous enquêtons sur des irrégularités à l'hôpital du Sacré-Cœur liées à des affaires d'il y a 2 ans. » La femme pâlit. « Je n'ai rien à dire. »« Nathalie. » Antoine s'approcha. « Mon nom est Antoine Dumas. Vous avez pris soin de ma fille Juliette le jour où elle est censée être décédée. Je ne me souviens pas. S'il vous plaît. » Antoine sortit une photo de Juliette de sa poche. « Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Ma fille est vivante. Nous l'avons trouvée il y a 1 semaine. » Nathalie regarda la photo et commença à trembler. « Elle est vivante? »« Oui, s'il vous plaît. Racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. » Nathalie regarda autour d'elle comme pour vérifier que personne ne les observait. « Entrez vite. » Ils entrèrent dans le salon simple. Nathalie offrit du café et s'assit dans un vieux fauteuil. « Je savais que ce jour arriverait, » dit-elle en soupirant profondément. « Que s'est-il passé, Nathalie? Le docteur Pierre m'a cherché ce matin-là. Il a dit que j'allais gagner 5 000 € si je l'aidais dans un cas spécial. » « Spécial? Comment? » Il a dit qu'une mère était désespérée de cacher sa fille à son ex-mari violent et que la seule façon était de faire croire que la petite fille était décédée. « Et vous l'avez cru? » À l'époque, oui. Il m'a montré des photos d'une femme blessée. Il a dit que l'ex-mari continuerait à la battre, elle et sa fille, si elle ne faisait rien de drastique. Quelles photos? Des photos de Sophie avec des bleus sur le visage et les bras. Antoine sentit le sang lui glacer les veines. Sophie savait très bien qu'il ne lèverait jamais la main sur elle ou sur Juliette. Les photos étaient fausses. Et quel était votre rôle là-dedans? Je devais confirmer la version du docteur Pierre lorsque vous arriveriez à l'hôpital. Dire que la petite avait subi de graves blessures et qu'elle n'avait pas résisté. Mais il n'y avait aucune petite fille. Non. Sophie a amené Juliette à l'hôpital, mais elles sont sorties par la porte de derrière pendant que vous entriez par celle de devant. Et ensuite, le docteur Pierre a falsifié tous les documents, certificats, rapport médical, tout. Le cercueil des funérailles était vide. Antoine eut envie de vomir. 2 ans de sa vie gâchés par un mensonge si élaboré. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Et parce que si la petite est vivante, elle mérite d'être avec son vrai père. Vous savez où je peux trouver le docteur Pierre? Il travaille dans une clinique dans le quartier du Marais, la clinique Renaissance. Marc nota toutes les informations. Nathalie, auriez-vous le courage de répéter cela dans une déclaration officielle, si c'est pour rendre justice? Oui. Ils sortirent de la maison de Nathalie et se dirigèrent directement vers la clinique Renaissance. Antoine était déterminé à entendre la version du docteur Pierre. La clinique était petite, mais bien entretenue. À l'accueil, ils demandèrent à parler au docteur Pierre Dubois. Il est en consultation. « Avez-vous rendez-vous ?»« C'est urgent, » dit Marc en montrant sa carte d'enquêteur. « C'est à propos d'une vieille affaire. » La réceptionniste devint nerveuse et alla appeler le médecin. Le docteur Pierre apparut quelques minutes plus tard. C'était un homme d'environ 50 ans, les cheveux grisonnants et des lunettes à monture. « En quoi puis-je vous aider ?»« Docteur Pierre, je dois vous parler de Juliette Dumas, » dit Antoine. Le médecin resta figé quelques secondes, puis se ressaisit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, maître. » Marc s'approcha. « Nous avons déjà parlé avec Nathalie Leroux. Nous connaissons tout le stratagème, docteur. » Pierre regarda autour de lui. Il vit que d'autres patients écoutaient la conversation. « Parlons dans mon cabinet. » Ils suivirent le médecin jusqu'à une petite pièce au fond de la clinique. « Que voulez-vous » ?»« La vérité, dit Antoine. Pourquoi avez-vous aidé mon ex-femme à faire croire que ma fille était décédée? Écoutez, je n'avais pas le choix. Elle a dit que vous étiez violent, que vous la battiez, elle et la petite. C'est un mensonge. Comment pouviez-vous le savoir? Elle avait des preuves, des photos des blessures, des photos fausses. Je n'ai jamais levé le doigt sur ma famille. » Le docteur Pierre baissa la tête. « Elle m'a offert 20 000 €. Je traversais des difficultés financières à l'époque.
Et il ne vous est pas venu à l'esprit de vérifier si l'histoire était vraie? Elle semblait désespérée et a dit que ce n'était que temporaire, que dans quelques mois elle allait ressusciter la petite et déménager dans un autre département. Mais c'était il y a 2 ans. Je sais, après avoir fait cela, elle a disparu. Elle a changé de numéro de téléphone. Je n'ai plus pu la contacter. Où puis-je la trouver? Je n'en ai aucune idée. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était il y a 1 an. Une connaissance a dit qu'elle vivait avec un homme à Lyon. Quel homme? Je ne sais pas son nom, je sais juste qu'il a de l'argent et qu'il n'aime pas les enfants. Antoine commença à comprendre la situation. Sophie avait trouvé une relation avec quelqu'un qui n'acceptait pas Juliette. Au lieu de perdre l'homme, elle avait préféré abandonner sa fille. « Docteur, avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Vous avez détruit ma vie pendant 2 ans. Je sais, et je le regrette tous les jours. Si cela peut servir à quelque chose, je peux signer une confession complète. » Marc prit un papier et un stylo. « Vous pouvez commencer à écrire. » Pendant que le docteur Pierre rédigeait la confession, Antoine appela Maître François et lui raconta tout ce qu'il avait découvert. « Antoine, avec ces confessions, vous avez suffisamment de matériel pour poursuivre Sophie ainsi que les personnes impliquées dans le stratagème. Ce que je veux maintenant, c'est trouver Sophie et exiger qu'elle m'explique tout cela personnellement. Je vais engager un enquêteur à Lyon pour la localiser. » « Merci, Maître François. Toute nouveauté, vous m'appelez. » Antoine raccrocha et se tourna vers Marc. « Avons-nous suffisamment de matériel? » « Plus que suffisant. Avec les témoignages de Nathalie et du docteur Pierre, nous pouvons prouver toute la supercherie. Et maintenant? Maintenant, nous allons rentrer à la maison et prendre soin de Juliette. Le reste se résoudra petit à petit. » Quand ils arrivèrent à la maison, Antoine trouva une scène qui lui réchauffa le cœur. Juliette, Enzo et Madame Geneviève étaient dans le salon, dessinant ensemble. Stella dormait aux pieds de Juliette. « Papa !» Juliette courut l'embrasser. « Regarde ce que j'ai dessiné. » C'était un dessin de la nouvelle famille. Antoine, Juliette, Enzo, Madame Geneviève et Stella, tous se tenant la main devant une maison. C'est magnifique, mon amour. Mamie Geneviève m'a appris à dessiner des personnes, et Enzo m'a raconté comment Stella m'a trouvé. Et qu'as-tu pensé de cette histoire? J'ai trouvé que Stella est très intelligente. Elle est mon amie maintenant. Antoine regarda Enzo et Madame Geneviève avec gratitude. En une semaine, ils étaient devenus la famille dont Juliette avait besoin. Madame Geneviève, comment s'est passée votre journée? Très bien, monsieur Antoine. Juliette est une petite fille très douce. Nous avons beaucoup parlé. De quoi avez-vous parlé? De la vie dans la maison de tante Sylvie. Il semble qu'elle n'était pas méchante, juste effrayée par la situation. Juliette m'a raconté que tante Sylvie disait toujours que bientôt maman viendrait la chercher. Et tu voulais que maman vienne? Juliette baissa les yeux. Je voulais qu'elle vienne, mais je voulais encore plus que vous veniez aussi, papa. Pourquoi, mon amour? Parce que je me souvenais toujours de vous, papa. Bien que maman ait dit que vous ne m'aimiez plus, je savais que ce n'était pas vrai. Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux de nouveau. Comment le savais-tu? Parce que quand je fermais les yeux, je me souvenais de l'odeur de votre parfum et de votre voix me chantant avant de dormir. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Antoine resta sur la terrasse, pensant à tout ce qui s'était passé. Une semaine auparavant, il était un homme détruit par le chagrin. Maintenant, il avait retrouvé sa fille et une nouvelle famille qui l'aimait. Mais il y avait encore des affaires en suspens. Sophie devait répondre de ses actes, Sylvie aussi, et toutes les personnes impliquées dans le stratagème. Son téléphone sonna. C'était Maître François. « Antoine, nous avons réussi à localiser Sophie. Où est-elle? À Lyon. Comme l'a dit le médecin, elle vit avec un homme d'affaires nommé Thibault Leroy. Nous avons l'adresse. Je vais y aller dès demain matin. Antoine, il serait être préférable de faire cela par l'intermédiaire des avocats. Y aller personnellement peut compliquer les choses. Non, Maître François. Je veux entendre de sa bouche pourquoi elle a fait cela. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et m'explique pourquoi elle a abandonné notre fille. Dans ce cas, je vous accompagne et nous emmènerons également un avocat lyonnais. » D'accord. Antoine raccrocha et monta dans la chambre. Juliette dormait profondément, serrée contre Stella qui était montée sur le lit. Il l'embrassa doucement sur le front. « Papa va tout arranger, mon amour. Plus jamais personne ne nous séparera. » Le lendemain matin, Antoine expliqua à Juliette qu'il devait voyager pour une journée, mais qu'il reviendrait bientôt. « Tu vas chercher maman ?» demanda-t-elle. « Je vais lui parler. »« Pourquoi ?»« Je veux qu'elle s'excuse d'avoir menti. » La sagesse d'une fillette de 8 ans surprit Antoine. « Et si elle ne veut pas s'excuser, alors elle ne peut plus vivre avec nous. Mamie Geneviève dit que la famille, c'est ceux qui prennent soin les uns des autres.
Antoine sourit. Madame Geneviève éduquait Juliette sur des valeurs importantes. Mamie Geneviève a raison, mon amour. Et toi, Enzo? Et elles prennent soin de moi, tout comme je prends soin de vous. Et Stella aussi. Et Stella aussi. Antoine voyagea à Lyon sur le vol de 10 heures du matin, accompagné de maître François et de maître Henri Morel, l'avocat lyonnais. L'adresse de Sophie était dans un quartier exclusif de Lyon, un lotissement fermé, avec de grandes maisons et des jardins bien entretenus. Ils s'arrêtèrent devant le numéro 412, une maison blanche à 2 étages avec une voiture de luxe argentée dans l'allée. « Comment allons-nous aborder cela ?» demanda maître Henri. « Directement, » dit Antoine. « Je veux des réponses. » Ils sonnèrent à la porte. Une femme de ménage répondit. « Bonsoir. Nous voudrions parler à Sophie. Madame Sophie est sortie. Elle ne rentre que ce soir. C'est urgent. Pouvons-nous attendre? Je ne sais pas. Il vaut mieux appeler avant. » À ce moment, une voix masculine cria de l'intérieur. « Qui est-ce, Rosalie ?» Un homme d'environ 45 ans apparut à la porte, grand, les cheveux bien coupés, des vêtements chers. « Thibault Leroy ?» demanda maître François. « Oui, que voulez-vous? Nous sommes avocats. Nous devons parler à Sophie au sujet d'une procédure judiciaire. » Thibault s'inquiéta visiblement. « Quel genre de procédure? Liée à l'abandon d'une mineure, dit maître Henri. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous savons que Sophie vit ici. » Antoine s'approcha. « Je suis Antoine Dumas, son ex-mari et le père de Juliette. » Thibault pâlit. « Sophie m'a dit que la petite, Antoine le pressa, était décédée dans un accident. C'est un mensonge. Ma fille est vivante et a été abandonnée par sa mère il y a 2 ans. » Thibault passa ses mains dans ses cheveux, nerveux. « Où est Sophie maintenant ?» insista maître François. « Au centre commercial. Mais écoutez, je ne savais rien de tout cela. Elle m'a dit qu'elle était veuve, qu'elle avait perdu sa fille dans un accident. Et vous n'avez jamais rien soupçonné ?» Elle pleurait quand elle parlait de la petite. Elle semblait sincère. « Thibault. » Maître Henri s'approcha. « Savez-vous que participer à l'abandon d'un incapable est un délit? » Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Dans ce cas, Antoine sortit une photo de Juliette de sa poche. « Cela ne vous dérangerait pas si ma fille venait vivre ici avec sa mère ?» Thibault regarda la photo et son expression changea complètement. « Écoutez, je ne peux pas, je veux dire, je n'ai pas la structure pour prendre soin d'un enfant. Alors, vous n'acceptez pas les enfants chez vous? Ce n'est pas ça. C'est que notre vie ici est très occupée. Nous voyageons beaucoup pour le travail. Ce ne serait pas bon pour un enfant. » Antoine comprit tout. Thibault n'acceptait pas les enfants, et Sophie avait choisi la relation plutôt que sa fille. « Dans quel centre commercial est-elle? » « Centre commercial Pardieu. Mais regardez, quand elle arrivera, je vais tout lui raconter. Cette situation doit être résolue. Nous allons la chercher au centre commercial, dit maître François. Ils se dirigèrent vers le centre commercial Pardieu. Maître Henri appela quelques contacts et réussit à localiser la voiture de Sophie sur le parking. Elle est là. Plaque GT 9 1820 et 1. Ils attendirent près de la voiture. 2 heures plus tard, Sophie apparut, portant plusieurs sacs de courses. Quand elle les vit, elle laissa tomber les sacs par terre. « Antoine !»« Bonjour, Sophie. » Elle était différente. Cheveux teints en blond, vêtements chers, bijoux, elle semblait être une personne complètement nouvelle. « Que fais-tu ici? Je suis venu chercher des explications. »« Des explications de quoi? »« De notre fille, de Juliette. »« Tu te souviens d'elle ?» Sophie regarda les avocats, puis de nouveau Antoine. « Je ne comprends pas. »« Je l'ai retrouvée, Sophie. J'ai retrouvé notre fille vivante, chez cette Sylvie. » Sophie s'appuya sur la voiture comme si ses jambes allaient la lâcher. « Comment ça? Tu sais très bien comment. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça à notre fille? » Antoine. « Je peux expliquer. » « Alors, explique. » Sophie regarda autour d'elle, voyant que les gens commençaient à s'arrêter pour observer la discussion. « Pas ici. Allons dans un endroit plus discret. » Ils allèrent à l'aire de restauration, dans un coin plus isolé. « Parle, » dit Antoine. « Antoine, tu ne comprends pas à quel point c'était difficile pour moi après la séparation. » « Difficile comment? » « J'étais seul, sans argent, m'occupant de Juliette. Tu apparaissais à peine pour la voir. C'est un mensonge. Je la prenais tous les week-ends et je payais la pension religieusement. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais reconstruire ma vie, trouver quelqu'un qui m'aime. Et c'est pour ça que tu as abandonné notre fille? Ce n'était pas un abandon. Elle éleva la voix. Je l'ai laissée avec Sylvie temporairement. Temporairement? Ça a duré 2 ans, Sophie. J'allais la chercher. Quand? Quand la situation serait réglée. Quelle situation? Sophie baissa les yeux.
Thibaut n'aime pas les enfants. Il a dit qu'il ne resterait avec moi que si je n'avais pas d'enfant. Alors, tu l'as choisi lui au lieu de notre fille? Ce n'était pas un choix facile. Bien sûr que si. Antoine frappa du poing sur la table. Tu as choisi l'argent et le confort au lieu de ta propre fille. Tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Je ne trouvais plus de travail. On allait presque m'expulser. Thibaut m'a offert une nouvelle vie. Et forger la situation de Juliette faisait partie de cette nouvelle vie? C'était la seule solution que j'ai trouvée. Si je disparaissais simplement avec elle, tu serais venu me chercher. J'avais besoin de quelque chose de définitif. Antoine eut la nausée en entendant cela. As-tu une idée de ce que tu m'as fait? J'ai passé 2 ans à penser que j'avais perdu ma fille. Je suis désolé, Antoine, mais à ce moment-là, cela semblait la meilleure solution. La meilleure solution pour qui? Pour toi. Et Juliette, as-tu déjà pensé à elle? Oui, c'est pour ça que je l'ai laissée avec Sylvie. Je savais qu'elle serait bien soignée. Bien soignée? Antoine se leva. Elle pleurait pour moi tous les jours. Elle demandait pourquoi son papa ne venait pas la chercher. Tu as détruit l'enfance de notre fille. Sophie commença à pleurer. J'allais tout arranger, Antoine. Je te le jure. Comment? Tu allais inventer qu'on l'avait retrouvée vivante, qu'elle avait perdu la mémoire dans l'accident, quelque chose comme ça. Et tu croyais que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. J'étais confuse. Chaque jour qui passait, il était plus difficile de faire marche arrière. Maître François prit la parole. Sophie, savez-vous que vous avez commis plusieurs délits? Falsification de documents, abandon d'incapable, escroquerie. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Mais ça s'est passé comme ça, dit Maître Henri. Et maintenant, vous allez devoir en répondre. Que voulez-vous de moi? Antoine respira profondément. Je veux que tu viennes avec moi voir ta fille. Je veux que tu la regardes dans les yeux et que tu lui demandes pardon. Et ensuite, je veux que tu signes la renonciation définitive à la garde. Comment ça? Tu ne mérites pas d'être sa mère. Tu vas signer un document renonçant à tous les droits maternels. Antoine, elle est aussi ma fille. Elle était ta fille. Tu as renoncé à elle quand tu l'as abandonnée. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux, et tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas, je vais te poursuivre pour tous les délits que tu as commis. Tu passeras des années en prison. Sophie regarda les avocats, cherchant un soutien. Sophie, dit Maître Henri, Antoine est même généreux. Avec les preuves qu'il a, vous seriez sans aucun doute condamné. Mais si je signe ce document, au moins je me débarrasse des poursuites. Des poursuites pénales, oui, dit Maître François. Mais vous devrez rembourser tous les frais qu'Antoine a eus avec l'enquête et les avocats. Combien? Environ 50 000 € jusqu'à présent. Sophie pâlit. Je n'ai pas cet argent. Thibaut, oui, dit Antoine. C'est lui qui a bénéficié de toute cette situation. Ils retournèrent à la maison de Thibaut, qui paniqua en apprenant les détails. Sophie, comment as-tu pu me tromper ainsi? Thibaut, pardonne-moi, j'étais désespéré. Et maintenant on peut aussi me poursuivre pour complicité? Seulement si vous ne collaborez pas, dit Maître Henri. Si vous payez l'indemnisation et aidez à résoudre la situation, vous n'aurez pas de problème. Combien? 50 000 €. Thibaut fit quelques calculs mentaux. D'accord, mais après ça, Sophie, tu pars de ma maison. Comment ça? Tu m'as trompé. Je ne veux plus rien avec toi. Antoine eut presque de la pitié pour Sophie. Elle perdait tout, sa fille, sa relation, sa vie confortable. Mais il se rappela rapidement Juliette pleurant chez Sylvie, demandant pourquoi papa ne venait pas la chercher. Sophie, tu viens avec nous? Ou tu préfères que j'aille chercher Juliette seule? Je viens avec vous. Le voyage de retour de Lyon fut tendu. Sophie pleura pendant tout le vol. Antoine ne ressentit aucune pitié. Quand ils arrivèrent à la maison, il faisait presque nuit. Juliette était dans le salon, jouant avec Enzo quand elle les vit entrer. « Papa !» Elle courut l'embrasser. Ensuite, elle vit Sophie et s'arrêta, confuse. « Maman !»« Bonjour, mon amour. » Sophie s'agenouilla à la hauteur de Juliette. « Comment vas-tu? »« Je vais bien. Pourquoi m'as-tu laissé chez tante Sylvie ?» Sophie regarda Antoine, puis de nouveau sa fille. « Maman a fait quelque chose de très mal, Juliette. Et elle est venue ici te demander pardon. Tu ne m'aimes plus? »« Je t'aime, mon amour. Je t'aimerai toujours. Mais papa prend mieux soin de toi que moi. » Juliette regarda confuse entre les deux. « Mais maintenant, nous pouvons tous vivre ensemble. » Antoine s'agenouilla à côté de Sophie. « Juliette, maman va vivre loin maintenant. Mais toi, tu vas rester ici avec moi, avec Enzo et avec mamie Geneviève. »« Pour toujours? » ?»« Pour toujours. » Juliette regarda Sophie. « Tu vas me rendre visite? » Sophie regarda Antoine, qui secoua la tête négativement. « Peu. Être quand tu seras plus grande. Nous pourrons nous revoir. »« D'accord, » dit Juliette.
semblant accepter la situation avec une maturité impressionnante. Sophie la serra dans ses bras pendant quelques minutes, pleurant. « Pardonne-moi mon amour, pardonne-moi pour tout. » Après le dîner, pendant que Juliette jouait avec Enzo, Antoine et Sophie signèrent tous les documents. Elle renonça officiellement à tous les droits maternels. « Antoine, dit-elle avant de partir, prends bien soin d'elle. Je l'ai toujours fait. Le problème, c'est que tu ne l'as jamais vue. Je sais que j'ai tout fait de travers. Si je pouvais revenir en arrière, tu ne peux pas. Et maintenant, il est trop tard. » Sophie quitta la maison et la vie d'Antoine et Juliette pour toujours. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Antoine resta sur la terrasse, réfléchissant à tout ce qui s'était passé en 2 semaines. Sa vie avait complètement changé. Enzo s'approcha. « Monsieur Antoine, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, Enzo. Comment pouvez-vous pardonner à Sophie? Qui a dit que je l'avais pardonnée? Mais vous ne vous êtes pas fâché contre elle devant Juliette. » Antoine sourit. Le garçon était très observateur. « Enzo, il y a des choses qu'on fait pour ses enfants. Montrer de la haine envers la mère de Juliette ne serait pas bon pour elle. Je comprends. Vous êtes un très bon père. J'apprends à être meilleur chaque jour. Et je peux continuer à vous appeler Monsieur Antoine? Que dirais-tu de m'appeler juste papa? » Enzo sourit énormément. « Papa. Antoine. Juste papa. Tu es mon fils maintenant, Enzo. Et je suis le frère de Juliette. »« Oui, vous êtes frère. » Enzo l'embrassa. « Merci d'avoir sauvé notre famille. C'est vous qui avez sauvé la mienne. » Dans les mois suivants, la nouvelle famille s'adapta parfaitement. Juliette commença une thérapie, et peu à peu, elle surmonta les traumatismes. Enzo s'inscrivit dans une meilleure école et commença à rêver de devenir vétérinaire pour aider davantage d'animaux comme Stella. Madame Geneviève devint la grand-mère que Juliette n'avait jamais eue. Elle lui apprenait à cuisiner, lui racontait des histoires et lui donnait des conseils de vie. Antoine sourit à nouveau sincèrement pour la première fois en 2 ans. Son entreprise prospérait et il avait l'énergie de travailler, sachant qu'il rentrerait à la maison et y trouverait amour et affection. Stella devint officiellement la chienne de la famille et continuait à aider d'autres personnes à retrouver des proches disparus, toujours accompagnés d'Enzo. 1 an plus tard, Antoine organisa une fête pour célébrer la renaissance de Juliette. Il invita tous les amis, voisins et personnes qui les avaient aidés. Nathalie, l'infirmière, y assista et s'excusa personnellement auprès de Juliette. Le docteur Pierre vint également, étant devenu un allié dans la lutte contre la falsification de documents médicaux. Sylvie, la femme qui avait pris soin de Juliette, fut également invitée. Elle était devenue une sorte de tante pour la petite fille, la visitant régulièrement. « Papa, dit Juliette pendant la fête, je peux faire un discours? »« Bien sûr, mon amour. » Juliette monta sur une chaise et demanda l'attention de tous. « Je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé, spécialement Enzo et Stella qui m'ont trouvé, et papa qui n'a jamais abandonné, et mamie Geneviève qui m'apprend des choses importantes tous les jours. » Tous applaudirent émus. Et je voulais dire que j'ai appris quelque chose d'important. La famille n'est pas seulement celle qui a le même sang. La famille, c'est celle qui nous aime vraiment. Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa fille était devenue une enfant sage et forte, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Le soir, après le départ des invités, la famille se réunit dans le salon. « Enzo, dit Antoine, te souviens-tu quand tu m'as cherché au cimetière? »« Je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'a fait être sûr que Juliette était vivante? »« Stella, papa. Elle ne se trompe jamais. Mais il y avait aussi quelque chose dans mon cœur qui disait que Juliette avait besoin d'aide. Et vous, Madame Geneviève, cela ne vous a-t-il pas semblé étrange quand Enzo est rentré à la maison en disant qu'il allait vivre dans une grande maison avec un homme d'affaires? J'ai cru que je rêvais, rit-elle. Mais quand je vous ai rencontré, j'ai vu que vous étiez un homme au grand cœur, et nous avons toujours su qu'Enzo avait un don spécial pour aider les gens. « Quel don, mamie ?» demanda Juliette. « Le don du cœur, ma fille. Certaines personnes naissent avec un cœur si grand qu'elles ne peuvent pas voir la souffrance sans vouloir aider. »« Je veux aussi avoir ce don, dit Juliette. »« Tu l'as déjà, mon amour, dit Antoine. Tu as pardonné à maman même après tout ce qu'elle a fait. C'est avoir un grand cœur, et je peux aider Enzo et Stella à trouver d'autres personnes. Quand tu seras un peu plus grande, oui, bien sûr. Génial. Nous allons être une famille de héros. » Tous rirent de l'innocence de Juliette. 2 ans plus tard, Enzo eut 15 ans et reçut en cadeau une moto pour l'aider dans ses recherches. Juliette, maintenant âgée de 10 ans, accompagnait déjà certaines enquêtes plus simples. Antoine établit une fondation pour aider les familles qui traversaient la même situation que lui. La fondation Juliette avait déjà réuni des dizaines de familles. Stella devint célèbre dans la région et reçut plusieurs hommages pour son travail.
Enzo devint une sorte de consultant jeunesse pour la police dans les cas de personnes disparues. Madame Geneviève, à 73 ans, était plus active que jamais, coordonnant le travail de la fondation et s'occupant de tous les enfants qui passaient par là. Un matin, Antoine reçut un appel qui allait changer leur vie de nouveau. « Bonjour, monsieur Antoine. Ici le commandant Sophie Bernard. J'ai une affaire qui, je pense, pourrait vous intéresser. Dites-moi. » Un garçon de 12 ans insiste sur le fait que sa sœur de 15 ans est vivante, bien qu'elle ait été déclarée disparue il y a 1 an. Son histoire ressemble beaucoup à celle d'Enzo. Antoine sourit. « Comment s'appelle le garçon ?»« Hugo. Hugo Dupont. Faites-le venir ici à la maison. Nous allons discuter avec lui. Vous êtes sûr ? » « Absolument. Notre famille a toujours de la place pour un enfant de plus. » Quand Hugo arriva à la maison d'Antoine, Enzo s'identifia immédiatement à l'histoire du garçon. « Hugo, comment s'appelle ta sœur ?»« Léa. Elle a disparu en rentrant de l'école. Et es-tu sûr qu'elle est vivante ?»« Oui. Je l'ai vue au marché la semaine dernière. Mais quand j'ai essayé de m'approcher, un homme l'a emmenée. » Juliette s'approcha d'Hugo. « Ne t'inquiète pas. Enzo et Stella vont retrouver ta sœur. Ils sont les meilleurs du monde pour ça. » Antoine regarda sa nouvelle famille et sentit son cœur rempli de gratitude. Enzo était devenu un jeune homme responsable et déterminé. Juliette grandissait forte et généreuse. Madame Geneviève était la grand-mère que tous les enfants méritaient d'avoir. Et Stella. Stella continuait à sauver des familles avec son incroyable flair et son cœur en or. « Hugo, » dit Antoine, « que dirais-tu de rester ici avec nous pendant que nous cherchons ta sœur ?»« Sérieusement ? » ?»« Très sérieusement. Cette maison a toujours été ouverte à ceux qui en ont besoin. Et si nous ne trouvons pas ma sœur ? » « Nous la trouverons, » dit Enzo avec assurance. « Et même si cela prend du temps, tu auras une famille ici. Mais je ne veux pas une nouvelle famille, je veux ma sœur. Et tu auras ta sœur, » dit Juliette. « Mais tu auras aussi notre famille. Une personne peut avoir plusieurs familles. » Hugo sourit pour la première fois depuis son arrivée. Cette nuit-là, pendant le dîner, Antoine porta un toast. À notre famille qui ne cesse de grandir et à toutes les familles que nous allons encore réunir. « À la famille !» crièrent tous ensemble. Stella aboya en signe d'approbation, comme si elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Suite. 3 semaines plus tard, Stella trouva Léa dans une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Elle était retenue par un couple qui la faisait travailler comme domestique en échange de nourriture. Les retrouvailles entre Hugo et Léa furent émouvantes. Les frères et sœurs pleurèrent ensemble pendant des heures tandis que toute la famille les consolait. « Antoine, » dit Léa quand elle se calma. « Hugo m'a raconté que vous l'avez soigné pendant la recherche. C'est exact. Et nous continuerons à prendre soin de vous deux si vous le souhaitez. Comment ça? Avez-vous un endroit où vivre? Nous vivions avec notre tante, mais elle buvait beaucoup et nous frappait. C'est pour ça que je me suis enfui de la maison. Et Hugo s'est enfui après moi, mais nous nous sommes perdus. » Antoine regarda Madame Geneviève, qui acquiesça. « Que diriez-vous de rester ici avec nous au moins jusqu'à ce que vous vous organisiez? Mais nous sommes nombreux. Nous n'allons pas déranger? »« Jamais, » dit Juliette. « Plus il y a de monde dans la famille, plus c'est cool. »« Elle a raison, » dit Enzo. « Je suis arrivé ici seul, et maintenant j'ai un papa, une sœur, une grand-mère et même un chien. » Léa et Hugo acceptèrent de rester. Dans les mois suivants, la maison d'Antoine devint officiellement un foyer temporaire pour enfants en situation de risque. Il légalisa la situation et transforma une partie de la maison en une sorte de refuge. Madame Geneviève, maintenant avec le titre officiel de mamie de la maison, coordonnait la routine de tous les enfants. Enzo et Juliette aidaient les plus jeunes avec les devoirs scolaires. Stella. Eh bien, Stella continuait à trouver des personnes. Antoine n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. D'homme d'affaires prospère mais solitaire, il était devenu père d'une grande et heureuse famille. Un après-midi, tandis qu'il observait tous les enfants jouer dans la cour, il reçut une visite inattendue. « Monsieur Antoine », une voix familière l'appela. Il se retourna et vit une jeune femme d'environ 20 ans à la porte. « Oui, mon nom est Manon, Manon Dupont. » Il la laissa entrer. Quelque chose dans son nom lui sonnait familier. « En quoi puis-je vous aider? Je cherche mon petit frère. Il s'appelle Enzo. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Enzo? Oui, nous nous sommes perdus il y a 3 ans quand j'ai fui la maison. Il avait 9 ans à l'époque. »« Manon !» Enzo apparut à la porte du salon en entendant la conversation. « Manon !» Les frères et sœurs coururent l'un vers l'autre et s'étreignirent en pleurant. « Enzo, mon frère, je t'ai cherché partout.
Manon, je savais que tu étais vivante. Je le savais. Antoine assista à la scène, ému. Le cercle se refermait. Où étais-tu tout ce temps? Demanda Enzo à sa sœur. J'ai trouvé un travail dans une ville de l'intérieur. J'y ai vécu 2 ans, économisant de l'argent pour revenir à Lyon et te chercher. Et pourquoi as-tu fui la maison? Le petit ami de notre mère. Il me battait. J'ai fui pour me protéger, mais je n'ai jamais voulu te laisser. C'est bon, Manon. Nous sommes ensemble maintenant. Manon regarda autour d'elle et vit tous les enfants observer. Enzo, quel est cet endroit? C'est notre maison. Papa Antoine prend soin de nous. Papa Antoine? Manon regarda Antoine avec tendresse. Il m'a adopté quand j'étais seul. Il m'a donné une famille. Et maintenant, Manon sembla inquiète. Il me laissera rester aussi? Manon, dit Antoine. Une personne qui a entraîné Enzo à être aussi bon et généreux qu'il l'est aura toujours une place dans notre famille. Comment ça? Enzo m'a raconté que c'est toi qui lui as appris à aider les autres. Que tu disais que, quand on a un don, il faut l'utiliser pour faire le bien. Manon sourit entre les larmes. Il s'en est souvenu. Je me souviens de tout ce que tu m'as appris, Manon. Et je l'utilise tous les jours. Manon, dit Juliette en s'approchant. Tu vas être ma sœur aussi, si vous m'acceptez. Bien sûr que nous t'acceptons, crièrent tous les enfants à l'unisson. Madame Geneviève s'approcha et serra Manon dans ses bras. Bienvenue dans la famille, ma fille. Cette nuit-là, pendant le dîner, Antoine regarda autour de la grande table qu'il avait fait faire pour accueillir toute la famille. Ils étaient maintenant 12 personnes. Lui, Juliette, Enzo, Manon, Madame Geneviève, Léa, Hugo et 5 autres enfants qui étaient arrivés ces derniers mois. Les enfants, dit-il, je veux faire une annonce. Tous cessèrent de manger et le regardèrent. J'ai décidé d'adopter officiellement tous les enfants de la maison. Vous serez légalement mes enfants. Le silence dura quelques secondes. Puis la table éclata en cris de joie et en applaudissements. Sérieusement, papa? Demanda Enzo. Très sérieusement. J'ai déjà parlé avec le notaire. Ce n'est qu'une question de formalité. Oh, on peut choisir notre nom? Demanda l'un des plus jeunes. Comment ça? Je peux m'appeler Juliette Dumas aussi? Antoine regarda Juliette. Qui acquiesce avec enthousiasme. Bien sûr, vous serez tous des Dumas. Enzo Dumas, cria Enzo. Manon Dumas, Léa Dumas, Hugo Dumas. Tous criaient leur nouveau nom euphorique. Et Stella? Demanda Juliette. Elle sera Stella Dumas aussi. Bien sûr, rit Antoine. Stella fait aussi partie de la famille. Stella aboya comme pour approuver la décision. 2 ans plus tard, la fondation Juliette avait connu une croissance exponentielle. Antoine avait quitté son entreprise d'origine et se consacrait à plein temps au travail social. La maison principale avait été agrandie et pouvait désormais accueillir jusqu'à 20 enfants. Enzo, maintenant âgé de 17 ans, était officiellement entraîneur de chiens de détection. Juliette, à 12 ans, gérait déjà seule des cas d'enfants perdus. Manon, à 22 ans, étudiait la psychologie pour aider les familles qui traversaient des traumatismes. Léa étudiait le droit pour défendre des cas d'enfants abandonnés. Hugo voulait devenir journaliste pour raconter des histoires de dépassement de soi. Madame Geneviève, à 75 ans, était devenue une figure respectée dans la communauté et avait reçu plusieurs hommages pour son travail social. Stella était maintenant une dame de 8 ans, mais restait active et avait entraîné 3 chiots qui travaillaient également pour la fondation. Un matin, Antoine reçut un appel qui le surprit. « Bonjour Antoine, c'est Sophie. » Antoine sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis 3 ans. « Que veux-tu, Sophie ?»« Je veux te parler, ainsi qu'à Juliette. »« Non, s'il te plaît, Antoine. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'en ai vraiment besoin. »« Besoin de quoi? Pardon. » Antoine hésita. Juliette posait toujours des questions sur sa mère, surtout quand elle voyait d'autres enfants avec leur famille biologique. « Où es-tu? »« À Paris. Je traverse une période difficile. »« Quel genre de période? » Thibaut m'a quitté. Il a découvert que j'avais aussi menti sur d'autres choses. Je suis seul et malade. Malade de quoi? Un cancer de l'estomac. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Antoine ressentit un mélange de compassion et de colère. Que veux-tu exactement? Je veux m'excuser auprès de Juliette et de toi. Je veux faire la paix avant de partir. Sophie. Cela pourrait perturber Juliette. S'il te plaît, Antoine. C'est la dernière faveur que je te demande. Antoine pensa à Juliette, qui malgré tout demandait toujours si sa mère allait bien. Je vais lui parler. Si elle veut te voir, tu peux venir ici. Merci, Antoine. Cette nuit-là, Antoine parla à Juliette de l'appel de sa mère. « Elle est malade ?» demanda la petite fille, inquiète. « Oui,
gravement malade. Il semble que oui. Et elle veut me voir. Elle veut s'excuser en personne. Juliette réfléchit quelques minutes. Papa, mamie Geneviève dit toujours qu'il faut pardonner aux gens pour ne pas avoir le cœur lourd. C'est vrai. Alors, je veux voir maman, mais tu restes à mes côtés. Je serai toujours à tes côtés, mon amour. Le dimanche suivant, Sophie apparut à la porte de la maison. Antoine la reconnut à peine. Elle était très mince, les cheveux grisonnants, des vêtements simples. Bonjour Antoine. Bonjour Sophie. Entre. Juliette était dans le salon, nerveuse. Quand elle vit sa mère, elle courut l'embrasser. Maman, ma jolie fille, pleura Sophie. Comme tu as grandi, tu es très mince, maman. Tu manges bien? L'innocence de Juliette toucha le cœur d'Antoine. Ils parlèrent pendant des heures. Sophie s'excusa plusieurs fois et expliqua qu'elle comprenait maintenant à quel point elle s'était trompée. Juliette, tu me pardonnes de t'avoir abandonnée? Je te pardonne, maman. Mais tu promets que tu ne le feras plus? Je te le promets, mon amour, mais être que maman devra partir bientôt. Où ça? Antoine intervint. Juliette, maman est très malade. Il se peut qu'elle aille au ciel bientôt. Juliette comprit immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes. Maman va partir comme papy? Être mon amour. Alors je veux que maman reste ici avec nous jusqu'à ce qu'elle parte. Comme ça, nous prenons bien soin d'elle. Antoine regarda Sophie qui pleurait abondamment. Sophie, tu veux rester ici? Nous avons une petite chambre d'amis. Vous feriez ça pour moi, après tout ce que j'ai fait? Juliette veut que tu restes, et je ne refuserai pas cela à ma fille. Merci Antoine, merci. Les 3 derniers mois de Sophie furent les plus importants dans la vie de Juliette. Elle put enfin connaître sa vraie mère, sans mensonge ni intérêt. Sophie se racheta en prenant soin des autres enfants de la maison quand sa santé le lui permettait. Elle racontait des histoires, aidait aux devoirs et partageait son expérience de vie, Enzo. Et elles eurent plusieurs conversations sur le pardon et les secondes chances. Manon l'aida à gérer la culpabilité qu'elle ressentait. Madame Geneviève l'accueillit comme une fille. Quand Sophie partit, ce fut entouré d'amour et de pardon. Juliette était à ses côtés, lui tenant la main. « Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, mon ange. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça que ça m'a fait si mal de te faire du mal. Ça n'a pas fait mal, maman, parce qu'au final, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé mon papa. J'ai eu une grande famille. Et en plus, je t'ai retrouvé toi. Tu es une petite fille très sage, Juliette. Mamie Geneviève m'a appris que les gens se trompent parce qu'ils souffrent à l'intérieur et qu'il faut les aider à arrêter de souffrir. Ta mamie Geneviève est très sage. Maman, quand tu arriveras au ciel, dis à mon grand-père que je lui envoie un bisou. Bien sûr, mon amour. Sophie ferma les yeux pour la dernière fois, tenant la main de la fille qu'elle avait abandonnée et retrouvée. Les funérailles furent simples, mais pleines d'amour. Toute la famille était présente, y compris les enfants de la fondation et les personnes que Sophie avait aidées ces derniers mois. Juliette fit un discours émouvant. Ma maman s'est beaucoup trompée dans la vie, mais elle a aussi réussi une chose. Elle m'a donné la vie, et c'est cette vie qui m'a mené jusqu'à mon papa, jusqu'à ma famille, jusqu'à vous tous. C'est pourquoi je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Après les funérailles, la vie reprit son cours normal dans la maison des Dumas, mais il y avait une paix différente dans l'atmosphère, comme si toutes les blessures avaient enfin cicatrisé. Antoine, maintenant âgé de 48 ans, regardait sa vie et ressentait une immense gratitude. D'homme solitaire et amer, il était devenu père de dizaines d'enfants et fondateur d'une organisation qui avait déjà réuni des centaines de familles. Enzo, sur le point d'avoir 18 ans, avait décidé d'étudier la médecine vétérinaire avec une spécialisation en entraînement d'animaux de sauvetage. Juliette, à 13 ans, parlait déjà de suivre les traces de son frère. Manon, à 22 ans, étudiait la psychologie et avait ouvert un cabinet au sein même de la fondation. Léa avait réussi l'examen d'admission au droit. Hugo étudiait le journalisme pour raconter des histoires de dépassement de soi. Madame Geneviève, à 76 ans, écrivait ses mémoires avec l'aide d'Hugo. Le livre serait vendu pour collecter des fonds pour l'organisation. Stella, maintenant une dame de 9 ans, avait officiellement pris sa retraite, mais accompagnait toujours les activités de la fondation. Ses 3 chiots, Espérance, Foi et Miracle, étaient maintenant les chiens officiels de l'organisation. Un après-midi, tandis qu'il observait tous les enfants jouer dans la cour, Antoine reçut une visite spéciale. « Monsieur Antoine », une voix familière l'appela. Il se retourna et vit Sylvie, la femme qui avait pris soin de Juliette pendant 2 ans. « Sylvie, quelle bonne surprise. J'ai apporté quelque chose pour vous, dit-elle en tenant une boîte. Qu'est-ce que c'est? Des petites choses de Juliette qui étaient restées chez moi. Des dessins, quelques vêtements, une poupée. Antoine appela Juliette, qui courut embrasser Sylvie. « Tante Sylvie, ça fait longtemps.
Bonjour, mon amour. J'ai apporté quelques-uns de tes souvenirs. Juliette ouvrit la boîte et trouva des dessins qu'elle avait faits à 6 ans. Une poupée qu'elle n'avait pas vue depuis des années et quelques vêtements. Papa, regarde, elle montra un dessin. C'est comme ça que je dessinais notre famille quand j'étais chez tante Sylvie. Antoine regarda le dessin. C'était un grand homme en costume à côté d'une petite fille. En dessous, était écrit avec des lettres maladroites. Moi et papa. Tu me dessinais toujours, même quand tu pensais que je ne viendrais plus te chercher. Toujours, papa, parce que dans mon cœur, je savais que tu m'aimais. Antoine serra sa fille dans ses bras, ému. Sylvie, dit-il, merci de l'avoir si bien soignée. Merci de m'avoir pardonné, monsieur Antoine, et de me permettre de continuer à faire partie de votre vie. Tu feras toujours partie de notre famille, tante Sylvie. Cette nuit-là, pendant le dîner, Antoine fit une annonce spéciale. Écoutez tous, j'ai une nouvelle pour vous. Quelle nouvelle, papa? Demanda Enzo. La Fondation Juliette a été invitée à s'étendre à d'autres départements. Nous allons pouvoir aider encore plus de familles. C'est incroyable, cria Léa. Et il y a plus, continua Antoine. J'ai décidé qu'il était temps que vous assumiez des responsabilités. Enzo va coordonner le secteur de l'entraînement des animaux. Manon dirigera le département psychologique. Léa dirigera le service juridique quand elle sera diplômée. Moi, papa, demanda Juliette. Toi, tu seras notre directrice des relations avec les enfants. Personne ne comprend mieux ce qu'ils traversent que toi. Et mamie Geneviève? Demanda Hugo. Mamie sera notre directrice générale de la sagesse. Antoine sourit. Parce que sans elle, rien de tout cela ne serait possible. Madame Geneviève s'essuya les yeux avec son tablier. Vous êtes la meilleure famille qu'une vieille femme puisse avoir. Et nous sommes la meilleure famille que nous-mêmes puissions avoir, dit Juliette, provoquant des rires chez tout le monde. 5 ans plus tard, la Fondation Juliette opérait dans 12 départements français. Antoine avait reçu plusieurs distinctions nationales et internationales pour son travail social. Enzo, diplômé en médecine vétérinaire, était reconnu comme l'un des meilleurs entraîneurs de chiens de sauvetage du pays. Juliette, à 18 ans, étudiait la psychologie et coordonnait déjà la fondation avec son père. Manon avait son propre cabinet et un petit ami qui travaillait également pour des causes sociales. Léa, récemment diplômée, avait déjà gagné plusieurs affaires importantes défendant des enfants abandonnés. Hugo était reporter pour un grand journal et écrivait sur des causes sociales. Madame Geneviève, à 81 ans, était à la retraite, mais vivait toujours dans la maison et recevait des visites quotidiennes de tous les petits-enfants qu'elle avait aidés à élever. Stella était partie l'année précédente à 12 ans, entourée d'amour. Ses chiots continuaient le travail, et une 3e génération de chiens était déjà en formation. La maison d'origine était devenue une sorte de quartier général de la fondation, toujours pleine d'enfants, de familles et de bénévoles. Un matin, Antoine était au bureau quand il reçut un appel qui l'émut. « Allô, monsieur Antoine, ici Manuel. Vous vous souvenez de moi ?» Antoine réfléchit quelques secondes. « Manuel. Manuel de la boulangerie du quartier où je vivais avant ?»« Exactement, monsieur. J'ai vu un reportage sur vous à la télévision hier. Quelle fierté. Merci, Manuel. »« Monsieur, j'ai appelé parce que mon petit-fils a disparu il y a 2 semaines. La police ne peut pas le trouver. Croyez-vous que... Envoyez-moi l'adresse ? Nous y allons aujourd'hui même. » Antoine appela Enzo et Juliette. « Les enfants, nous avons une nouvelle affaire. »« Où, papa ?» demanda Juliette. « Dans mon ancien quartier. C'est Manuel de la boulangerie. Manuel qui te saluait toujours quand tu allais au cimetière. » demanda Enzo. « Lui-même. Alors allons-y tout de suite, » dit Juliette. « Il a toujours été gentil avec notre famille. » Ils prirent Espérance, la chienne la plus expérimentée des filles de Stella, et se dirigèrent vers le quartier. Manuel les reçut en pleurant. « Monsieur Antoine, merci beaucoup d'être venu. Le petit Antoine a disparu alors qu'il jouait sur la petite place. Il n'a que 6 ans. Où a-t-il été vu pour la dernière fois ? Là, basse, sur la petite place du coin. Avez-vous un de ses vêtements qui n'ait pas été lavé ? J'ai la chemisette qu'il portait la veille. » Espérance sentit la chemisette et montra immédiatement de l'intérêt. « Elle a trouvé quelque chose, » dit Enzo. Espérance, cherche. La chienne les guida à travers plusieurs rues, s'arrêtant occasionnellement pour renifler. Après 1 heure, elle s'arrêta devant une vieille maison. « C'est ici, » dit Enzo. « Es-tu sûr ?» Espérance ne s'arrête ainsi que lorsqu'elle est sûre. Ils frappèrent à la porte. Une femme... « Bonsoir, madame. Nous cherchons un enfant disparu. Il n'y a pas d'enfant ici. » Mais à ce moment, une voix enfantine cria de l'intérieur. « Grand-mère, je peux jouer dans la cour ?»« Petit Antoine !» cria Antoine. « Petit Antoine, c'est Papy Manuel qui nous a envoyé te chercher. Papy Manuel !»
Le petit garçon apparut en courant. « Où est-il ? Il t'attend à la maison, champion, dit Juliette, s'agenouillant à la hauteur du petit. La femme tenta d'empêcher le petit Antoine de sortir, mais Enzo la retint gentiment. « Madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet enfant est ici ? Il était perdu dans la rue. Je ne faisais que m'occuper de lui pendant 2 semaines sans prévenir la famille. Je ne savais pas qui chercher. » Antoine prit le petit Antoine dans ses bras. « Tu vas bien, champion ? Oui, mamie Hélène m'a donné à manger et m'a laissé regarder la télévision. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ? Elle a dit que papy Manuel était parti en voyage et qu'il viendrait me chercher à son retour. » Antoine regarda la femme, qui baissa les yeux. « Madame Hélène, la famille le cherche désespérément. Je voulais juste avoir un enfant à la maison. Mes petits-enfants vivent loin, ils ne me rendent jamais visite. » Antoine ressentit de la compassion pour la femme. « Madame Hélène, que diriez-vous de visiter notre fondation ? Nous avons beaucoup d'enfants qui adoreraient avoir une grand-mère aimante comme vous. » « Sérieusement ? » »« Très sérieusement. Mais d'abord, il faut ramener le petit Antoine à papy Manuel. » Les retrouvailles entre Manuel et le petit Antoine furent émouvantes. Le vieil homme pleura de soulagement en serrant son petit-fils dans ses bras. « Monsieur Antoine, comment puis-je ? » « Pas besoin de remercier Manuel. Nous sommes voisins depuis toujours. Et Madame Hélène, que va-t-il lui arriver ? Nous allons aussi l'aider. Elle voulait juste avoir une famille proche. » 1 semaine plus tard, Madame Hélène était à la fondation, aidant avec les plus jeunes enfants et se sentant de nouveau utile. Le petit Antoine lui rendait régulièrement visite, l'appelant Mamie Hélène. Antoine observait tout cela et réfléchissait à la façon dont la vie était devenue une chaîne de bonté. Un enfant perdu avait généré une famille. Cette famille s'était multipliée en des dizaines d'autres familles. Et maintenant, ces familles répandaient l'amour dans tout le pays. Un après-midi, il était sur la terrasse de la maison, observant les enfants jouer, quand Juliette s'approcha. « Papa, je peux te poser une question ? » « Toujours, mon amour. Regrettes-tu quelque chose dans ta vie ?» Antoine réfléchit quelques secondes. « Non, Juliette, pas même les mauvais moments, car c'est à travers eux que j'ai appris à apprécier les bons. Ni le temps où tu étais triste en pensant que j'étais parti, ni ça, car c'est ce temps qui m'a fait comprendre à quel point tu es importante pour moi. Et tu crois que maman regrettait de m'avoir abandonné ? Je crois que oui. Dans ces derniers mois ici, j'ai vu qu'elle comprenait à quel point elle s'était trompée. Papa, parfois je pense à elle et je ne ressens pas de colère. Pourquoi ? Parce que si elle n'avait pas fait ça, peut-être que nous n'aurions jamais trouvé Enzo. Et sans Enzo, nous n'aurions pas trouvé tous les autres enfants. Et mamie Geneviève n'aurait pas une grande famille, et Stella ne serait pas célèbre. Antoine sourit à la sagesse de sa fille. Alors, tu crois que tout est arrivé pour une raison ? Je crois que oui. Mamie Geneviève dit toujours que Dieu transforme les mauvaises choses en bonnes quand on a la foi. Et tu as la foi ? Oui, la foi en notre famille, la foi en notre travail, la foi que nous allons aider beaucoup de gens encore. Antoine serra Juliette dans ses bras. Moi aussi, j'ai la foi en toi, en notre famille, en notre futur. Papa, oui, merci. Pourquoi ? De n'avoir jamais abandonné avec moi. Merci à toi, mon amour, de m'avoir fait devenir une meilleure personne. Cette nuit-là, pendant le dîner en famille, Antoine annonça qu'il avait pris une décision importante. « Les amis, je pense écrire un livre racontant notre histoire. »« Quelle bonne idée, » dit Léa. « Mais je veux que tout le monde aide. » Enzo racontera le travail avec les chiens. Juliette parlera de ce que c'est d'être un enfant perdu. Manon traitera de l'aspect psychologique. Léa de la partie légale. « Et moi, papa ?» demanda Hugo. « Toi, tu aideras à écrire. Tu es journaliste. Tu connais mieux les techniques de rédaction. » « Et mamie Geneviève ?» demanda Juliette. « Mamie racontera la sagesse de la vie et comment construire une famille de cœur. Comment s'appellera le livre ?» voulut savoir Enzo. Antoine réfléchit un instant. « Monsieur, votre fille est vivante. L'histoire de comment un mensonge s'est transformé en amour. »« Parfait, » dit madame Geneviève. « C'est exactement ce qui s'est passé ici. » 2 ans plus tard, le livre fut publié et devint un best-seller national. Les revenus des ventes furent entièrement reversés à l'expansion de la fondation. Antoine fut invité à donner des conférences dans plusieurs universités et événements internationaux. Il emmenait toujours un membre de la famille avec lui, montrant que le travail était le résultat d'une union. La Fondation Juliette avait déjà réuni plus de 1000 familles et aidé directement 3000 enfants. La méthode développée par Enzo et les chiens était étudiée par des universités et adoptée par plusieurs organisations à travers le monde. Pour le 10e anniversaire des retrouvailles entre Antoine et Juliette, ils organisèrent une grande fête au siège de la Fondation. Des centaines de familles qui avaient été réunies par l'organisation y assistèrent. Autorités, journalistes,
bénévoles et donateurs étaient également présents. Antoine monta sur scène pour faire un discours. Il y a 10 ans, j'étais un homme détruit par la douleur de la perte. Je croyais que ma vie était terminée. Aujourd'hui, je regarde ce public et je vois des centaines de familles réunies, des milliers d'enfants heureux, des dizaines de jeunes consacrant leur vie à aider d'autres personnes. Le public applaudit. Mais rien de tout cela ne serait possible sans des personnes très spéciales. Enzo, qui a eu le courage d'approcher un étranger désespéré dans un cimetière. Madame Geneviève qui nous a appris que la famille est celle qui aime, pas celle qui a le même sang. Et principalement Juliette, qui, même étant une enfant, a trouvé la force de pardonner et d'aimer inconditionnellement. Antoine fit une pause, ému. S'il y a une leçon que j'ai apprise en ces 10 ans, c'est qu'il n'y a pas de situation si mauvaise qui ne puisse se transformer en quelque chose de beau. Il n'y a pas de douleur si grande qui ne puisse générer de l'amour, et il n'y a pas de famille si brisée qui ne puisse se reconstruire. Le public se leva pour une ovation qui dura plusieurs minutes. Enzo monta sur scène et serra Antoine dans ses bras. « Papa, merci de m'avoir cru quand je n'étais qu'un enfant avec une idée folle. Merci à toi d'avoir sauvé ma vie, mon fils. » Juliette monta aussi sur scène. « Papa, quand j'étais petite et perdue, je rêvais toujours qu'un jour tu me retrouverais. Ce que je ne savais pas, c'est que quand tu me retrouverais, nous allions trouver une famille entière. » Manon, Léa, Hugo et tous les autres enfants montèrent sur scène. Madame Geneviève, maintenant âgée de 83 ans mais toujours alerte, fut amenée dans un fauteuil roulant décoré. « Mamie, dit Juliette au microphone, vous voulez dire quelque chose ?» Madame Geneviève prit le microphone de ses mains tremblantes, mais d'une voix ferme. « Je veux juste dire que j'ai atteint 83 ans en pensant que ma vie se terminait. Mais ces 10 dernières années ont été les plus heureuses de mon existence, car j'ai appris qu'on ne vieillit pas quand on s'occupe des enfants, on rajeunit. » Le public rit et applaudit. Et je veux dire à toutes les familles présentes ici, vous n'avez pas été réunis par hasard. Vous avez été réunis par l'amour, et l'amour trouve toujours un chemin. Après la fête, la famille se réunit à la maison pour une ambiance plus intime. Antoine regarda autour du salon rempli de personnes qu'il aimait et se sentit l'homme le plus riche du monde. « Les amis, dit-il, je veux faire une dernière chose aujourd'hui. »« Quoi, papa ?» demanda Enzo. « Je veux remercier individuellement chacun d'entre vous. »« Papa, ce n'est pas nécessaire, » commença Juliette. « Si, c'est nécessaire. »« Enzo, merci de m'avoir appris que le courage n'a pas d'âge. » Juliette, merci de m'avoir montré que l'amour l'emporte toujours sur la haine. »« Madame Geneviève, merci de m'avoir appris que la sagesse se conquiert avec le cœur, pas avec les années. » Antoine se tourna vers les autres enfants. « Manon, merci de m'avoir montré que le pardon guérit toutes les blessures. » Léa, merci de m'avoir appris que la justice se fait par miracle, pas par vengeance. Hugo, merci de m'avoir montré que la vérité se raconte avec sensibilité. Il regarda tous les autres enfants de la maison. Et vous, mes enfants de cœur, merci de m'avoir appris que la famille se construit tous les jours avec de petits gestes d'affection. Et Stella et ses chiots demanda l'un des plus jeunes enfants. Ah oui, Antoine sourit. Stella, merci de m'avoir appris que l'amour n'a pas besoin de mots, espérance, foi et miracle. Merci de continuer le travail de votre maman avec tant d'affection. Les 3 chiennes remuèrent la queue comme si elles comprenaient le remerciement. Maintenant, dit Madame Geneviève, il est temps pour mon remerciement. Quel remerciement, mamie? Merci, mon Dieu, de m'avoir donné une seconde chance d'être heureuse et de m'avoir donné la plus belle famille qu'une vieille femme puisse rêver. Amen, dirent tous ensemble. Cette nuit-là, quand tous les enfants furent couchés, Antoine, Enzo et Juliette restèrent sur la terrasse à discuter. « Papa, dit Enzo, parfois je n'y crois toujours pas à tout ce qui s'est passé. Pourquoi, mon fils? Parce que quand j'étais petit, je pensais que j'allais mourir seul et triste. Maintenant, j'ai une famille énorme et un travail que j'aime. Et moi, dit Juliette, parfois je rêve encore que je suis dans la maison de tante Sylvie, attendant que quelqu'un vienne me chercher. Puis je me réveille, et je vois que je suis ici avec vous, et je suis de nouveau heureuse. Vous savez ce qui est le plus incroyable dans tout ça? Demanda Antoine. Quoi, papa? C'est que notre histoire est encore en train de s'écrire. Dans 10 ans, nous aurons aidé beaucoup plus de familles. Vous serez des adultes accomplis peu. Aurez-vous vos propres enfants, et la fondation sera encore plus grande. Et mamie Geneviève? Demanda Juliette, inquiète. Mamie sera ici pour nous bénir et nous donner des conseils comme toujours. Papa, dit Enzo, je peux dire une chose? Bien sûr. Je crois que ma sœur Manon m'a appris quelque chose de très important quand nous étions petits. Quoi? Elle disait que quand on a un don, il faut l'utiliser pour aider les autres. Aujourd'hui,
Je comprends que mon don n'était pas seulement de trouver des personnes perdues. C'était de te trouver, toi et Juliette, pour former notre famille. Et quel est mon don, Enzo? Demanda Juliette. Ton don est d'apporter la paix aux personnes qui souffrent. C'est pour ça que tous ceux qui arrivent ici se sentent vite à la maison. Et le don de papa? Enzo réfléchit un instant. Le don de papa est de transformer la douleur en amour. Il a pris la douleur de t'avoir perdu et l'a transformée en amour pour des centaines d'enfants. Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, mon fils. C'est le plus beau compliment que l'on m'ait fait. Papa, dit Juliette, on pourrait faire une tradition. Quelle tradition? Chaque année, le jour où Enzo m'a trouvé, on pourrait venir ici sur la terrasse et remercier pour tout le bien qui s'est passé. J'adore l'idée. Nous allons l'appeler le jour de la gratitude de la famille Dumas. Et nous allons raconter des histoires de personnes que nous avons aidées pendant l'année, suggéra Enzo. Parfait. Notre première tradition officielle. Ils restèrent un moment de plus en silence, contemplant les étoiles. Papa, dit Enzo, vous croyez que quelque part au ciel, Stella et Sophie se rencontrent? Antoine sourit de l'innocence de son fils. Je crois que oui, et je crois qu'elle nous bénisse. Et ma sœur Manon est là-bas aussi, demanda Enzo. Quelle Manon? Demanda Juliette, confuse. Ah, c'est vrai, vous ne connaissez pas cette histoire, dit Enzo. Quand j'étais petit, j'avais une petite sœur bébé qui est partie quand elle n'avait que 6 mois. Sérieusement? Juliette fut émue. Sérieusement? Elle s'appelait aussi Manon. C'est pour ça que quand ma grande sœur est née, ma mère lui a donné le même nom. Quelle belle histoire, dit Antoine. Je suis sûr qu'elle nous protège toutes. Papa, dit Juliette, je peux faire une confession? Toujours, mon amour. Parfois, maman me manque. Pas la maman qui m'a abandonné, mais la maman qui est restée ici pour s'occuper des enfants les derniers mois. C'est normal qu'elle te manque, Juliette. Cela signifie que tu as un bon cœur. Elle vous manque? La personne qu'elle est devenue à la fin me manque. La personne qui s'est repentie et a essayé de réparer ses erreurs. Enzo, dit Juliette, ta vie d'avant nous manque? Enzo réfléchit un instant. L'espoir que j'avais de retrouver ma sœur Manon me manque, mais je ne regrette pas d'être seul. Vous m'avez donné une famille bien meilleure que celle dont je rêvais. Antoine regarda ses 2 enfants et sentit une paix profonde dans son cœur. Vous savez ce qui me rend le plus fier de vous? Quoi? Demandèrent-ils ensemble. C'est que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes devenus des personnes généreuses et pleines d'amour. Cela montre que vous avez une très grande force intérieure. Nous l'avons appris de vous, papa, dit Enzo, et de mamie Geneviève, compléta Juliette. Non, mes enfants, vous l'aviez déjà en vous. J'ai juste aidé à ce qu'elle fleurisse. En cette aube, quand ils allèrent enfin dormir, Antoine passa par les chambres, vérifiant que tous les enfants allaient bien. Dans la chambre de Juliette, elle dormait serrée contre l'un des chiots de Stella. Dans la chambre d'Enzo, il étudiait encore, se préparant pour un congrès d'entraînement canin. Dans la chambre de Madame Geneviève, elle dormait avec un sourire sur le visage. Antoine alla dans sa propre chambre et avant de dormir, ouvrit le tiroir de sa table de nuit. Il y gardait la première photo qu'Enzo avait prise de la famille, réunie le jour où ils avaient retrouvé Juliette. Sur la photo, tous étaient heureux, mais encore méfiants, comme s'ils ne croyaient pas que c'était réel. Maintenant, 10 ans plus tard, cette méfiance s'était transformée en certitude. Ils étaient vraiment une famille. Antoine remit la photo dans le tiroir et se coucha. Avant de s'endormir, il fit une prière silencieuse. Merci de m'avoir donné une seconde chance d'être père. Merci de m'avoir montré que la famille est celle que l'on choisit d'aimer. Et merci de m'avoir appris que même la plus grande tragédie peut se transformer en la plus grande des bénédictions. Le lendemain matin, Antoine se réveilla au son des rires provenant de la cuisine. Il descendit et trouva toute la famille préparant un petit déjeuner spécial. « Surprise, papa !» crièrent tous en le voyant. « Quelle surprise est-ce? Nous avons décidé de célébrer le premier jour de la gratitude avec un petit déjeuner spécial, » expliqua Manon. « Mais le jour de la gratitude n'est pas demain? Nous n'avons pas pu attendre, » dit Juliette en riant. Nous étions trop impatients de commencer la tradition. Antoine regarda la table abondante et la famille réunie. Stella troisième, la petite fille de Stella, était couchée à ses pieds. Madame Geneviève organisait les plats avec l'aide des plus jeunes enfants. Enzo et Manon conversaient sur un nouveau projet de la fondation. Léa et Hugo planifiaient une campagne de sensibilisation, et Juliette, sa petite fille perdue et retrouvée, coordonnait tout avec le plus beau sourire du monde. « Les amis, » dit Antoine, ému. « Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr, papa. Si je devais revivre tout ça, je le vivrais exactement de la même manière. Car chaque moment de douleur m'a mené jusqu'ici, et ici est l'endroit le plus heureux du monde. Papa, dit Enzo, nous avons préparé une surprise pour vous.
Une autre surprise, c'est une chanson que Juliette a composée. Elle veut vous la chanter. Juliette rougit de honte. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste une petite chanson simple. Chante, ma fille. Juliette s'éclaircit la gorge et commença à chanter de sa douce voix. Il était une fois un papa qui perdit sa petite fille. Il pleurait chaque jour en pensant à elle. Un enfant au bon cœur dit « Ne pleure plus, elle est bien vivante ». Et ainsi notre famille commença. Avec beaucoup d'amour, notre famille grandit. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, mais l'amour ne s'est pas divisé. Il s'est multiplié, s'est multiplié. Famille de cœur, famille de vérité, famille que l'amour a construite. Quand elle eut fini, tous pleuraient d'émotion. « Juliette, quelle belle chanson !» dit Antoine en serrant sa fille dans ses bras. « C'est notre chanson officielle, papa. La chanson de la famille Dumas. » « Parfait. Nous sommes maintenant officiellement une famille complète. Nous avons une maison, des traditions, de la musique, et beaucoup, beaucoup de miracles. Et un chien, cria l'un des plus jeunes enfants. Et des chiens aussi, rit Antoine. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Antoine, Enzo et Juliette? Croyez-vous que l'amour peut vraiment réunir les familles? Laissez votre commentaire avec vos mots sincères. Votre opinion est très importante pour nous. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.